finalement, quand j'ai enfin trouvé des médecins qui écoutaient, j'osais même plus leur donner tous les symptômes. C'est-à-dire que j'en taisais une bonne partie, parce que je me disais: «Bon, on va déjà essayer de voir s'il peut m'aider sur tel problème. Je vais pas trop lui en dire, sinon il va encore me prendre pour, en gros, une hypocondriaque comme jusqu'à présent ils l'ont tous fait». Donc voilà, je vais y aller par étapes, je vais pas, tout lui déballer d'un coup, en gros, parce que sinon, j'ai peur qu'il me croie plus, quoi. Hello Julie, Hello Tamara. comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ben écoute, ça va, là je me remets, gentiment d'une succession de petits malaises, post-effort. Donc là tout de suite, ça va plutôt bien, mais c'est vrai que les derniers jours ont été un peu plus compliqués et voilà. Et toi Tamara, comment tu vas? Moi, ça va vraiment très, très mal en ce moment, notamment vraiment corrélé avec, les basses pressions météorologiques et je pense pouvoir dire que je suis dans le plus dur des symptômes là, actuellement. Donc voilà, tangage très fort, troubles cognitifs importants, brouillard cérébral, fatigue chronique. J'arrive même pas à rester assise sur une chaise. Mmh. Du coup, je me suis mis au sol pour être sûre de pas tomber Mmh. et hem et pour être honnête avec toi, vu on s'est souvent annulé cette interview, C'est vrai, je pense oui. au moins 5 fois, l'une et l'autre et c'est tout à fait normal parce qu'on est dans l'écoute de ce qui est OK pour nous. Mais cette dernière fois, je me suis dit: «Non, je peux pas annuler», j'avais vraiment pas envie. Donc j'étais là, bah, on fait avec, les conditions du jour. Mmh. Ouais, je comprends. Bah, merci, du coup de d'avoir maintenu, malgré les symptômes. C'est vraiment gentil de ta part. Julie, tu es médiatrice culturelle de formation, travail dont tu as dû douloureusement faire le deuil. Tu Oui. t'engages maintenant en tant que vice-présidente de Madi Asso, une association française engagée aux côtés de toutes les mamans et futures mamans touchées par une maladie chronique ou un handicap, quel qu'il soit, car tu es toi-même maman d'une petite de 2 ans et demi. J'ai Oui. d'ailleurs réalisé en écrivant cette intro que nos filles étaient toutes deux nées en septembre 2023. Mmh. Alors peut-être qu'on avait déjà échangé cette info, mais vu que mon cerveau est une passoire, je l'ai forcément oublié entre deux. Tu as traversé des années d'errance médicale et tu as par ailleurs eu très dernièrement un tout nouveau diagnostic qui en a balayé un ancien, ce qui montre la précarité de nos prises en charge et toutes les étapes que l'on traverse parfois, l'errance, les mauvais diagnostics, les échecs de traitement, etc., etc. Aujourd'hui, tu vis avec 4 diagnostics, la neuropathie des petites fibres, le trouble du spectre de l'hypermobilité, l'endométriose et l'encéphalomyélite myalgique. Il y en a peut-être que j'oublie et tu auras l'occasion de nous le répéter si jamais. Et j'avais envie de te demander si tu devais revenir au tout début, avant les mots, avant les diagnostics, comment tu décrirais les premiers signes que quelque chose n'allait pas dans ton Mmh. corps? Oui, alors au tout début, j'avais à peu près 15 ans, et en fait, ça a commencé par, des signes qui survenaient quand j'étais exposée aux températures un peu froides, fraîches. Donc en hiver, c'était vraiment quelque chose d'hyper saisonnier et donc en fait, j'avais les mains et les pieds qui perdaient leur couleur, qui devenaient très, très blancs, vraiment le sang qui se retirait en fait, de mes extrémités. Mais à ce moment-là, c'était pas douloureux. Donc c'était juste, voilà, une petite particularité physique, on va dire. Hem Et donc à cet âge-là, j'avais pas encore, comment dire? J'étais pas encore autonome dans mon suivi médical. Ça passait beaucoup par mes parents qui décidaient s'il fallait ou non consulter, le médecin généraliste, notre médecin de famille. Hem et donc on en a quand même effectivement parlé à, cette médecin, qui, a mis, comme mot dessus un phénomène de Raynaud, donc quelque chose, qui
stade, en tout cas, est plutôt bénin et voilà, juste se protéger du froid et a priori, rien de plus à faire et donc en fait, on est resté là-dessus pendant plusieurs années. OK, mais ensuite, il y a d'autres symptômes qui se sont cumulés au fur et à mesure? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc cette, intolérance au froid, elle s'est aggravée dans le temps assez rapidement, vraiment d'hiver en hiver, ça devenait plus compliqué à gérer. Hem, c'est devenu vraiment douloureux, en fait, donc vers mes 18 ans, donc en 3 ans de symptômes, j'en étais au point que l'hiver, je pouvais vraiment difficilement marcher, à l'extérieur, même pour des durées très courtes. J'avais, des douleurs très, très fortes. En fait, une sensation vraiment comme si, mes pieds, étaient devenus, des blocs de glace en quelque sorte, vraiment un truc, voilà, comme marcher sur des pierres, hyper, aiguisées, tu vois? Enfin quelque chose d'assez, assez, assez douloureux et en parallèle, ont commencé à apparaître des symptômes liés à la chaleur. Donc ça, c'est vraiment un truc, qui est propre à la neuropathie des petites filles, mais pour le coup, bah, je savais pas du tout à ce moment-là et donc en fait, j'ai commencé à ne plus non plus supporter, les températures, un peu élevées, mais en vrai, 20 degrés, ça pouvait être suffisant pour déclencher une crise. Donc Mmh. mon mon intervalle de température de confort, on va dire, était hyper réduit. Enfin, je pense que ça devait être entre 18 et 20 degrés, tu vois? Donc pas facile de respecter cette plage, en permanence Mmh. et donc quand j'étais, à des températures, jugées, trop chaudes, là, c'était un peu les symptômes inverses, c'est-à-dire que, bah, au contraire, afflux sanguin dans les mains et les pieds. Du coup, j'avais de l'œdème, les mains, les doigts qui pouvaient gonfler jusqu'à 2 fois leur taille. La peau forcément hyper tendue, heu, très douloureuse. Bon, c'était rouge écarlate, mais bon ça, par l'aspect esthétique, ça c'est pas un impact hyper important. Et puis par contre, des démangeaisons, mais horrible quoi, enfin vraiment, à avoir envie de s'arracher les doigts quoi, donc quelque chose de vraiment difficile, difficile à supporter et ça du coup, c'est plus une conséquence de l'œdème, mais en fait, c'est vite devenu hyper handicapant, au quotidien puisque à ce moment-là donc ça, c'est arrivé, ouais, vers mes 18 ans, je pense, entre 18 et 20 ans et donc j'étais étudiante et en fait, le simple fait de prendre des notes avec un stylo, Mmh. c'était pas possible. Je pouvais pas tenir mon stylo et écrire proprement. Donc j'ai dû trouver des petites adaptations, voilà, demander à utiliser un ordinateur en cours alors que ça se faisait pas forcément trop, dans cette, promo-là, dans ces études-là. Hem Voilà, essayer voilà, de trouver des petites solutions comme ça pour pallier le souci, mais c'est vrai que c'était loin d'être idéal et c'était aussi difficile en termes de concentration puisque c'est des douleurs tellement fortes, tellement aiguës qu'en fait, ça prend beaucoup de bandes passantes au niveau, ouais, au niveau cognitif, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, vous êtes, dans une recherche quand même de ce qui se passe ou tu restes, sur ce truc de: «OK, c'est un peu chelou, mais je m'adapte»? Ouais, en fait, ça a été très progressif. Heu, En gros, quand je suis partie de chez mes parents pour, le début de mes études, donc vers mes 17 ans, bon voilà, j'étais vraiment dans ce côté adaptation, bon bah OK, la médecin m'a dit que c'était un réno, je reste sur cette hypothèse et je cherche pas plus loin. Elle a dit que c'était bénin, bon voilà, je vais mettre, 3 paires de gants et de chaussettes et je vais gérer comme ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vers mes 19 ans, j'ai rencontré mon petit ami, de l'époque, qui est aussi le papa du coup de ma fille, et en fait, on est restés ensemble, 10 ans et et en fait, c'est le fait de vivre avec quelqu'un qui n'avait pas côtoyé ces symptômes précédemment, qui m'a fait réaliser à quel point c'était anormal, de vivre ça et de souffrir comme ça surtout. Parce que c'est vrai que ouais, parfois, je sais pas, je rentrais de cours, du coup, j'avais marché 10 minutes dans la rue en hiver
et je pleurais de douleur en arrivant, chez nous, du coup, et il me dit: «Mais c'est pas possible, en fait, tu peux pas, enfin, c'est pas normal, quoi. Tu es pas censé, pleurer de douleur parce que tu as marché 10 minutes, et que tes pieds te font souffrir parce que tu marches 10 minutes». Donc ça m'a quand même un peu, ça m'a poussée, en fait, à reprendre un peu des recherches, à aller frapper à la porte d'autres médecins, et donc c'est à partir de ce moment-là que je considère, que j'ai vraiment été en errance médicale, puisque c'est vraiment, à partir de ce moment-là que j'ai commencé à chercher, et que ça a été compliqué, de trouver, d'être entendue surtout, et donc ouais, là, ça a pris 11 ans, en fait, après, ce début des recherches. Mmh. Et qu'est-ce que cette période d'errance médicale, elle t'a fait vivre intérieurement? Ça a été très, très difficile, honnêtement, je pense que ça a été, heu, je pense que ça a été la période la plus difficile, de ma vie. Hem, Puisqu'en fait, c'était corrélé en plus à une montée des symptômes, alors qui n'a qui a sans doute un lien aussi avec le fait qu'à ce moment-là, j'étais dans un mode de vie vraiment stressant, avec des études exigeantes à Paris, et j'habitais pas à Paris, en fait, donc je prenais le train quotidiennement quasiment pour, aller étudier et revenir le soir. Donc voilà, un mode de vie vraiment stressant, vraiment exigeant, avec pas mal de temps passé en extérieur aussi, puisque, j'avais certains cours qui étaient, enfin même pas mal de cours qui étaient justement en extérieur pour aller étudier les architectures, les monuments, et cetera. Donc hyper chouette, d'un point de vue étudiant, mais hyper dur quand tu supportes pas le froid et que tu choisis pas, en fait, ton planning, et que, enfin, voilà, je me suis retrouvée à prendre des notes comme je pouvais, à Notre-Dame, en plein mois de janvier, quoi. Donc c'est clairement pas l'idéal quand on a une neuropathie. Hem Et ouais, donc au niveau psychologique, ça a commencé à être vraiment difficile, parce qu'en fait, au quotidien, je devais gérer ces symptômes qui étaient vraiment très, très douloureux et déjà difficiles, à supporter en tant que tels. Et à côté de ça, j'enchaînais un peu les consultations, j'allais voir des médecins généralistes, voilà, et donc en fait, j'étais pas entendue. Au mieux, ils restaient sur l'hypothèse du réno et me disaient: «Bah non, mais vraiment, il y a rien de spécial à faire, voilà, protégez-vous les mains, les pieds, et voilà». Et au pire, et c'était quand même assez fréquent, en fait, il y a des médecins qui se moquaient carrément, quoi, qui, voilà, qui me disaient que, bon, déjà, c'était le stress uniquement, que c'était, dans ma tête, et que, qu'ils pouvaient rien pour moi de toute façon, et qu'il fallait faire avec. Et il y en a quand même quelques-uns qui, sont allés un petit peu plus loin, qui m'ont envoyé voir, certains spécialistes, notamment des dermatologues, sauf qu'en fait, c'était malheureusement pas du tout la bonne spécialité, donc ça n'a servi à rien. Mais voilà, du coup, j'ai été un peu baladée comme ça, de médecin en médecin, pour, des résultats, nuls finalement, enfin pas de résultats. Et voilà, et en fait, c'était difficile de pas avoir de réponse, de pas avoir de traitement, forcément, et puis, difficile, en fait, de toujours devoir, réexpliquer ce qui se passait, se rejustifier, lutter pour être entendu, et puis au final pour qu'on nous dise: «Bah non, on sait pas», et puis on va pas faire l'effort de chercher forcément, quoi. Mmh. Et quand on te disait que c'était le stress ou dans ta tête, qu'est-ce que ça te faisait vivre d'entendre ça? Heu, bonne question, je honnêtement, c'est très particulier. Ça va sonner un peu dramatique, mais bon, la réaction un peu commune, c'était ça me mettait un peu en colère, tu vois? De me dire: «Mais quand même, je sais bien que non». Enfin voilà, enfin, il y a des symptômes physiques, donc je veux bien qu'il y ait une éventuelle cause, psy, je veux bien que le stress, ça n'aide pas, et cetera, mais il y a pas que ça non plus, quoi.
et quand bien même ce serait la cause, ben, comment on fait, en fait, pour, gérer du coup le résultat qui est que je peux plus marcher, que je peux plus tenir un stylo, je peux plus faire mes lacets. Enfin voilà, il y a des conséquences qui sont très, très concrètes et handicapantes. Donc ça me mettait quand même en colère, et en fait, le truc un peu vicieux, c'est que ça m'a fait douter, douter de mes perceptions, douter de mon ressenti, de ce que je vivais finalement, et heu et ça a eu, une conséquence qui est vraiment, qui est très, très concrète et un peu triste, je trouve, ce qui est que finalement, quand j'ai enfin trouvé des médecins qui écoutaient, j'osais même plus leur donner tous les symptômes. C'est-à-dire que j'en taisais une bonne partie, parce que je me disais: «Bon, on va déjà essayer de voir s'il peut m'aider sur tel problème. Je vais pas trop lui en dire, sinon il va encore me prendre pour, en gros, une hypocondriaque comme jusqu'à présent ils l'ont tous fait. Donc voilà, je vais y aller par étapes, je vais pas, tout lui déballer d'un coup, en gros, parce que sinon, j'ai peur qu'il me croie plus, quoi». Ouais. Je trouve vraiment cette expérience, difficile et je trouve que, ça fait partie et ça devrait pas évidemment, du parcours traumatique du malade chronique et c'est vraiment Mmh. d'arriver à un stade où on finit par, inhiber, presque, ce qu'on vit. Mmh. Ça me résonne beaucoup avec une situation que j'ai vécue, alors il y en a eu plein, hein, mais avec un neurologue qui, lorsque je lui ai fait la liste, des symptômes avec lesquels je vivais et avant de savoir ce que j'avais, qui m'avait dit, «C'est impossible de vivre avec autant de symptômes. Mmh. Voilà, c'est impossible» et en fait, à partir de ce moment, à partir de cette phrase, la consultation, elle est complètement figée. Mmh. Parce que Ouais, si c'est c'est ça. impossible, la seule chose que ça sous-entend, c'est que je mens Oui, c'est ça, et si tu et mens, donc bah, fini la consultation, enfin tout devient c'est stérile. ça. Il y a plus de Mmh. relation de confiance qui se crée alors que c'est bien ça qu'on attend d'une consultation médicale. Mmh mh. Donc je trouve ça en effet, très vicieux, c'est le terme que tu as utilisé et ouais, Mmh. je suis tout à fait d'accord. Oui. Mmh. Mmh, ouais, merci. Mais c'est vrai que la situation que tu viens de décrire avec le neurologue, ça résonne aussi, chez moi parce que enfin, ça m'est arrivé et aussi exactement ce truc-là de: «Bah non, c'est pas possible». Moi, je crois que c'est un neurologue, ouais, c'est un neurologue qui m'a fait le truc qui a le plus cristallisé, je pense, ce truc-là dans mon parcours, parce qu'en gros, je consulte, cet urologue pour, bah, des fortes douleurs dans le bas-ventre. Il fait ses explorations, tout ça, il trouve, rien de spécial au niveau, uro, et du coup, je dis: «Bah, est-ce que, c'est possible que ce soit de l'endométriose, qui aurait atteint d'une manière ou d'une autre la vessie et qui provoque, ces douleurs?» Et donc à ce moment-là, j'avais quand même déjà, 2 diagnostics, la neuropathie et la fibromyalgie, diagnostic, du coup qui est tombé depuis, mais à ce moment-là, c'était ça. Et donc cette urologue me sort, «Mais non, mais vous pouvez pas tout avoir, mademoiselle, vous avez déjà, une neuropathie et une fibromyalgie, c'est ça explique sans doute le reste des symptômes, vous ne pouvez pas avoir l'endométriose en plus», j'étais là: «Mais Ouais. OK, bah, super, du coup, si en fait on peut pas accumuler indéfiniment les maladies, moi ça m'arrange, hein, écoutez, Bah, c'est ouais, top». si une justice, ça nous arrange. Ouais, c'est ça, voilà, la justice, c'est, 2 diagnostics par personne, grand max. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà eu ces sous-entendus, moi je les ai eus plusieurs fois, enfin c'est même pas un sous-entendu, c'est carrément une phrase hyper violente qui dit: «Ah mais vous les collectionnez?» «Ah bah bien Mais sûr, oui, mais tellement. Mais je c'est suis ça, genre, ravie d'avoir mon oui, petit classeur de temps, de exactement. ça, de Ouais, maladies». c'est C'est ça. Tu mets tes petites fiches comme ça et on adore, ouais, ouais, mmh. c'est fou. Alors En que c'est plus, d'une enfin, violence à chaque fois, en c'est vrai, de violent, recevoir des et en diagnostics. plus, mais c'est ça, c'est très violent, et en plus, c'est tellement méconnaître le fonctionnement, des maladies chroniques. Enfin, il y a tellement de maladies qui sont justement polypathologiques, enfin qui ont des comorbidités comme ça, qui Complètement, font qu'en fait, si tu as un diagnostic, c'est pas du 100%, mais tu peux quand même t'attendre derrière à en trouver, 2 ou 3 autres. exact. C'est juste la logique de plein de pathologies, quoi, donc Ouais.
complètement. Et là, du coup, tu nommais le fait qu'à ce moment-là, tu avais eu, 2 diagnostics, neuropathie des petites fibres et fibromyalgie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, comment tu en es arrivée à ces diagnostics-là? Oui, bien sûr. Alors le déclencheur un peu de tout ça, c'est que, j'ai fini par consulter un généraliste à l'écoute, tout simplement, que j'ai trouvé un peu par hasard. C'était le médecin de ma belle-mère qui du coup m'a dit: «Bah écoute, va le voir, il est super empathique donc lui, il va t'aider» et donc ce médecin ne m'a pas diagnostiqué, mais lui, il a pensé tout de suite à des maladies chroniques en tout cas et pas un il n'a pas remis en doute, mes symptômes et il m'a dit: «Bah écoutez, allez consulter directement à Paris». En plus, à ce moment-là, j'étais donc en études à Paris, je faisais la navette, donc c'est vrai que c'était pas totalement, impossible, c'était pas trop compliqué d'aller consulter, aux hôpitaux de Paris. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un premier diagnostic posé, de connectivite, par, un professeur des hôpitaux de Paris. Du coup, bon, c'était un peu à côté, mais, on se rapprochait quand même petit à petit et surtout, ce professeur, m'a conseillé de me rapprocher du centre antidouleur, le plus proche de chez moi et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ce dispositif, des centres, de la douleur, dont j'avais jamais eu connaissance, avant et donc j'ai pu, alors il y a eu un délai, hein, entre le moment où j'ai fait ma demande pour intégrer le centre de la douleur et le moment où j'ai été acceptée, il y a eu plus d'1 an et encore c'est parce que du coup, mon copain de l'époque est allé en fait les voir en leur disant: «Mais en fait là, elle ne tient plus, pas vraiment, il va falloir faire quelque chose pour elle parce qu'elle est en train de complètement craquer, donc elle a besoin d'une vraie prise en charge» et donc à la suite de ça, ils m'ont rappelé et ils m'ont prise en charge, j'ai eu un médecin là-bas et donc à partir de là, je suis tombée sur un super algologue, donc un médecin, spécialiste de la douleur, qui, m'a pas lâchée, en fait. Donc pendant 1 an et demi, je le voyais régulièrement, je le voyais tous les 2 mois, il me semble, au début et en fait, tous les 2 mois, on faisait le point sur mes douleurs, les différentes localisations et il me faisait faire, des examens, des prélèvements biologiques, des imageries, il m'envoyait voir d'autres médecins, des spécialistes de tel ou tel organe, et ça, en fait, jusqu'à ce qu'on ait des réponses, quoi. Vraiment, il a pas lâché jusqu'à ce qu'on ait, un diagnostic et donc il a fini par m'envoyer voir un médecin, interniste, hem, qui, lui a tout de suite pensé à la neuropathie des petites fibres et l'avantage entre guillemets de cette, maladie, c'est qu'il y a des marqueurs biologiques qu'on peut voir, alors il y a une technique, que moi j'ai pas expérimentée, donc je saurais pas la décrire en détail, mais il y a une technique non invasive maintenant avec, une sorte d'imagerie, ça se pratique dans certains hôpitaux. Moi, il y avait pas ça chez moi, donc moi j'ai eu le droit à la biopsie cutanée, vrai bonheur. Mais en tout cas, ça permet quand même de poser un diagnostic, fiable puisque, bah, voilà, tu as une fourchette, hein, de concentration de petites fibres dans ta biopsie et voilà, si tu es, dans la fourchette, c'est que, tu as bien, une neuropathie, des petites fibres. Donc ça a été le premier diagnostic, c'était en 2021, et à la suite de ce premier diagnostic, j'ai revu donc mon algologue. Hem et en fait, c'est lui qui a posé le diagnostic de fibromyalgie pour un petit peu expliquer, finalement, tout le reste. C'est-à-dire, toutes les douleurs chroniques, qui n'étaient pas expliquées par la neuropathie, bah, du coup, voilà, c'était une fibromyalgie, quoi. Mmh. Voilà, pour les 2 Ouais. premiers. Il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu as dit par rapport à ton généraliste, c'est, «Il n'a pas remis en doute mes symptômes». Et ça me fait penser à un mémo vocal que je laissais ce matin à 2 personnes qui vivent avec le même syndrome que moi et à qui je disais:
Ah ouais, il faut absolument aller voir ce chiropracteur parce que, il ne remet pas en question, ce qu'on vit par rapport à ce syndrome et du coup, il est super, quoi et en fait, j'ai réalisé que j'ai fait un lien de corrélation de on est un bon professionnel quand on ne remet pas en doute les symptômes de la personne et je me Mmh. dis: «Mais il y a quelque chose de complètement lunaire, en fait, d'en arriver là». Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement souvent remis en question qu'on finit par trouver, les médecins super et se donner les contacts quand ils sont pas dans cette remise en question. Alors Mmh. qu'on pense bien qu'à la base, quand on consulte un médecin, c'est pour dire ce qu'on vit et qui est donc réel. Enfin, Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est tout à fait ça et en plus, ce qui est, grave, c'est qu'il y a quand même pas mal de pathologies où pour le coup, si tu n'écoutes pas le patient, tu passes totalement à côté, du diagnostic. Parce que à partir du moment où il y a pas de marqueur, spécifique, mmh. eh bien, il y a que la parole du patient qui peut aiguiller, le soignant. Mmh. Donc ouais, non, c'est assez terrible, de effectivement d'en arriver là, mmh. Et ensuite, alors, j'ai un doute sur, un peu la frise chronologique parce que je sais qu'il y a 2 autres diagnostics, qui sont arrivés, dans ta vie. Enfin, il y en a même un troisième qui est venu remplacer, la fibromyalgie. Est-ce que, dans ton parcours, tu es devenue maman entre 2 ou est-ce qu'il y a eu, les diagnostics qui se sont mis avant, de décider de devenir maman? Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai eu quand même le diagnostic de neuropathie et de fibromyalgie avant de devenir maman Mmh. et pour le coup, c'était vraiment, délibéré, puisqu'en fait, tant que j'étais en errance médicale, je ne savais vraiment absolument pas ce que j'avais. Je savais que quelque chose clochait, mais voilà, j'avais vraiment pas la moindre idée de ce que c'était et donc les hypothèses, ça partait dans tous les sens, c'est-à-dire que ça pouvait être quelque chose d'assez bénin comme ça pouvait être une maladie génétique et donc en fait, la question de la maternité s'est vraiment posée, dans ces années-là et en fait, la décision, qui est était une décision plutôt personnelle, mais prise bien sûr aussi avec, le papa de Nora, de ma petite fille. Ça a été de se dire: «Bah, en fait, tant que je ne sais pas ce que j'ai et tant que je ne connais pas, le risque, de le transmettre à, un potentiel enfant, on fait pas d'enfant, quoi» et donc en fait, très clairement, j'ai aussi retardé, ma maternité jusqu'à savoir si, je risquais de manière certaine de transmettre ma maladie à, mon enfant. Mmh. Donc une fois que j'ai eu le diagnostic de neuropathie et de fibromyalgie, heu, ce sont 2 diagnostics, alors la fibromyalgie pour le coup, il y a il y a pas de risque particulier, il me semble. La neuropathie, il y a un léger surrisque pour, la descendance, de développer une maladie, de la sphère neurologique. Pas forcément exactement la même neuropathie, mais voilà, une maladie neuro. Mais ça c'est un surrisque. C'est-à-dire que c'est pas une certitude, de type, enfin voilà, c'est pas quelque chose de génétique où voilà, je suis certaine de le transmettre consciemment, à ma fille. Hem, Parce que ça, pour le coup, bon, je pense que c'est très personnel, mais ça, je m'en sentais pas capable, quoi. Voilà, de faire un enfant en toute connaissance de cause, en sachant que j'allais, le faire naître avec la même pathologie que moi, ça, pour moi, c'était pas envisageable. Je préférais du coup me tourner vers d'autres formes, de maternité, notamment l'adoption, que d'avoir un enfant, que de porter un enfant, quoi. Mmh. Mmh. Bah, moi, alors, c'est un avis très personnel et absolument pas forcément médical, tu vas me dire, mais cette question du surrisque me paraît aujourd'hui logique pour toutes les maladies. Oui. En fait, que ce soit, avéré génétiquement ou pas, souvent on me Mmh. demande: «Est-ce que, ta pathologie, elle est héréditaire?» En soi, il y a rien qui le montre, sauf que
À partir du moment où un parent, il a une fragilité ou une vulnérabilité à un certain endroit, bien sûr qu'il peut y avoir un bout de transmission. Enfin, je veux dire, moi, si je regarde dans ma lignée personnelle, personne n'a ce syndrome, mais il y a plein de gens qui ont eu des fragilités au niveau du cerveau, en fait. Ça peut Mmh être mh. des migraines chroniques ou d'autres choses. Des troubles, dépressifs et en fait, il y a quelque chose de bah, oui, biologiquement, il y a des choses qui peuvent se transmettre, même si c'est pas forcément cette maladie, même si on voit pas des marqueurs précis par rapport à ça. Mais on sait bien que, voilà, dans nos ADN et dans nos gènes, on transmet des tonnes de choses et je dis pas ça dans une question de la culpabilité, bien au contraire, mais voilà, c'est de dire, bah, un surrisque, il peut y avoir tout enfin, forcément, quoi. Mmh. Dans tout trouble, d'un bout de Oui, transmission ou d'une fragilité à un certain oui. endroit. Non, totalement et je trouve aussi que qui en fait, c'est aussi une question qu'on se pose parce que nous, on a ces diagnostics, mais finalement, on peut aussi, transmettre un surrisque, à son enfant, sans le savoir. Enfin, il y a aussi des personnes qui n'auront jamais de diagnostic, dans leur vie parce que, ça leur pose pas ils ont un petit trouble qui leur pose pas de problème au quotidien, donc l'imagerie ne sera jamais faite, parce que voilà, il y a pas besoin et puis finalement cette personne, elle a, je sais pas moi, une petite fragilité, cardiaque qui va être transmise à son enfant et Complètement. juste on savait pas. Complètement. Donc Mais de toute façon, on n'est pas des robots, donc finalement, et c'est ça, on voilà. transmettra toujours des choses ou des choses plus Ouais, agréables et d'autres un peu moins, mais ouais, ouais, voilà, exactement. mmh, Donc c'est vrai que ça, c'était important pour moi de pouvoir quand même estimer un peu, la part de risque justement dans la transmission et voilà, prendre une décision, vraiment en connaissance de cause, là-dessus. Mmh. mmh. Et quels défis se sont amenés dans ton parcours, avec la maternité? Dans la maternité? Alors, ça a été un peu sportif pendant la grossesse, puisqu'en fait, j'ai fait de l'hyper-MS gravidique Mmh. pendant toute la grossesse. Et donc, ça peut paraître un peu déconnecté comme ça, mais, il se trouve que, ça aussi, c'est quelque chose que, le diagnostic, d'encéphalomyélite myalgique, ou EM explique. Et Donc que donc, tu sais avec le recul maintenant? voilà, Parce c'est qu'il y avait ça. pas ce C'est-à-dire diagnostic à ce que moment-là. j'avais pas ce diagnostic, à ce moment-là. D'ailleurs, ma grossesse et surtout mon accouchement auraient été différents si j'avais eu, le diagnostic à ce moment-là. Hem Mais donc, oui, l'EM, j'ai été diagnostiquée, en novembre dernier. Là, on est en janvier, non, on est en février, début février. Donc voilà, ça fait que quelques mois, alors que comme tu disais, ma fille a pas loin de 2 ans et demi. Donc effectivement, je ne savais pas à ce moment-là, mais en fait, les problèmes que j'ai rencontrés pendant ma grossesse étaient finalement déjà des signes, de l'EM, qui étaient exacerbés par la situation, de grossesse. Donc, hyper-MS gravidique, donc j'ai été alitée pendant les 8 mois, de ma grossesse. Et j'ai aussi fait une prééclampsie. Donc ça, même chose, en fait, il se trouve que, c'est, la cause de la prééclampsie, c'est que mon système immunitaire a, en quelque sorte, attaqué le placenta. Donc, c'est pas anodin non plus, par rapport au reste des pathologies, mais là encore, le lien n'a pas été fait directement sur le moment. Et ensuite, une fois, ma petite, née, j'ai eu un postpartum quand même assez compliqué au niveau, de la fatigue. C'est-à-dire, que, bah, évidemment un postpartum, c'est épuisant, un allaitement, c'est épuisant. Ça s'ajoute du coup à la fatigue, des pathologies, qui étaient déjà là. Mais en fait, avec le recul, encore une fois, je pense que j'étais vraiment quand même, dans une phase, très, très compliquée, en termes, enfin, au niveau de l'EM, mais qui du coup n'a pas été identifiée comme telle. C'est-à-dire que moi, un peu naïvement, comme je savais que voilà, le postpartum, c'était pas tout rose, bah, j'ai un peu tout mis sur le dos du postpartum et j'ai pas cherché non plus, j'ai un peu mis de côté mon suivi, sur tout ce qui était pathologie chronique. J'ai vraiment absolument pas relancé de recherche non plus pour, éventuellement, faire évoluer les diagnostics
Et donc oui, j'ai un peu tout mis sur le dos du postpartum alors que finalement c'était, vraiment pas que ça, quoi. Quand, on dit que la grossesse n'est pas une maladie, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Quand on Oui. a vécu, 8 mois, alités en étant enceinte, qu'est-ce qu'on répond à ça? Enfin, franchement, on me l'a dit, hein, pour le coup, vraiment, j'ai plusieurs médecins qui me l'ont dit, vraiment frontalement et j'avoue que on l'a quand même un peu en travers de la gorge, enfin moi en tout cas, heu, parce qu'en soi, je peux pas dire le contraire. Oui, une grossesse qui se passe bien, effectivement, c'est pas une maladie et il y a des femmes, qui, je sais pas, qui courent encore, qui font encore leur running, à 7 mois, sans aucun souci, voilà, génial. Mais je trouve qu'à partir du moment justement où il y a des symptômes de grossesse qui prennent autant de place, que ce soit, des douleurs parce que ça peut, et surtout quand on a des douleurs préexistantes, ça peut quand même vite provoquer des douleurs, type, lombalgie, enfin voilà du fait des modifications corporelles, hem, donc il y a la question des douleurs, il y a aussi bien sûr la question des nausées et des vomissements qui est quand même, qui concerne quand même au final beaucoup de femmes. Je trouve qu'à partir du moment où on entre dans ce champ-là, bon, ce serait bien de nuancer un peu le propos parce que, OK, la grossesse n'est pas une maladie. Par contre, les maux de grossesse, eux, peuvent être des vraies maladies ou en tout cas des vrais symptômes, ce serait quand même appréciable de ne pas les laisser, sans aucune prise en charge, quoi. Mmh. Et à ce moment-là, à cette période-là de vie où tu es enceinte, tu travailles encore? Alors, c'est, assez compliqué au niveau professionnel. À ce moment-là, donc quand je tombe enceinte, ce qui se passe, c'est que je suis à mon compte. Donc en fait, je suis indépendante en tant que médiatrice culturelle. Donc en gros, j'interviens, dans des structures type, EHPAD, maisons de retraite, hem, dans des bibliothèques, dans des centres de loisirs, voilà, pour proposer des activités autour d'œuvres d'art. Hem et donc en fait, ça, c'est déjà un choix que j'ai fait face à l'évolution des symptômes les années précédentes, puisque au début, moi, je travaillais dans des musées et c'est, devenu, assez vite impossible. En 2-3 ans, j'ai dû arrêter de travailler dans les musées parce que physiquement, ça suivait plus du tout. J'en arrivais à me tenir au mur, en faisant mes visites guidées parce que, je tenais pas debout, les vertiges étaient trop forts, enfin voilà. Donc je me mets à mon compte, pour essayer de continuer à faire, mon métier, à mon rythme en fait et tout en lançant cette activité à mon compte, j'étais aussi, formatrice pour des élèves de BTS. Donc on est en post-bac immédiat. C'est des élèves qui ont, 18 à 20 ans, pour la plupart et donc je leur enseignais, la culture générale et l'expression écrite. Hem et donc voilà, j'en suis là quand je tombe enceinte et en fait, sur le coup, je me dis: «Bon, ben, OK, je finis mon année scolaire», donc je finis, les activités que j'avais prévues, heu, en médiation culturelle, j'honore mes contrats, voilà. Je finis l'année avec mes élèves de BTS pour, les amener jusqu'au BTS et ensuite, congé mat. Et sauf qu'en fait, au bout de 3 semaines, je suis malade, mais malade vraiment très, très malade quoi, au point que je peux plus m'alimenter, que voilà, je vomis toutes les 30 minutes, enfin vraiment un truc infernal. Donc évidemment, se tenir debout face à un groupe, ou face à une classe, c'est juste, plus possible et donc je suis obligée de prévenir tout le monde hyper tôt dans ma grossesse. Donc même au niveau pro, voilà, j'ai été un peu obligée d'annoncer ma grossesse, très, très tôt alors que c'était pas forcément un souhait de ma part, heu, pour pouvoir, heu, pour pouvoir dire, que du coup je pourrais pas assurer la fin de l'année, pas assurer, non plus, les contrats de médiation et donc toutes mes activités pro sont en pause pendant la grossesse et je vais essayer de reprendre la partie médiation uniquement,
à m à ma après la naissance de ma fille et en fait, c'est là que je vais vraiment m'apercevoir que l'EM est passé par là et que même ça, c'est juste plus possible, à la fois physiquement, mais surtout, au niveau cognitif. C'est-à-dire que c'est un métier, la médiation culturelle, qui nécessite quand même d'avoir, toute sa présence d'esprit, d'avoir de la mémoire, d'être capable, de répondre du tac au tac, d'aller chercher, les infos dans sa mémoire pour pouvoir, répondre à une question comme ça, au débeauté. Et en fait, ça, ben, j'en suis juste plus capable, quoi, à ce moment-là et encore aujourd'hui a fortiori. Mais voilà, c'est vraiment là que je me rends compte que j'ai beaucoup perdu et que c'est plus un métier que je suis en mesure, d'assurer. Mmh. Et est-ce que tu as réussi à connecter avec ta fille, au travers des symptômes que tu traversais, au travers de cette grossesse difficile, au travers du fait qu'il y avait plus de reprise au travail possible? Enfin, tu as quand même dû dealer avec beaucoup de choses. Est-ce que, tu as pu sentir le lien se faire avec, Nora? Oui, oui, j'ai vraiment pas eu de soucis là-dessus, et c'est une chance, hein, c'est vrai que c'est pas systématique pour le coup, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu ce lien, de manière immédiate, ce dont je suis très contente et ouais, je pense que c'est vraiment une chance. Peut-être aussi que ça s'est joué, en partie à l'accouchement puisque du coup, j'ai eu la chance de pouvoir, faire quand même un accouchement physiologique comme je le souhaitais. Hem Donc voilà, j'étais vraiment, consciente pendant tout l'accouchement. J'ai pu faire la tétée d'accueil, enfin voilà, connecter tout de suite avec, mon bébé. Hem Et par la suite, étant du coup, d'abord en congé maternité et puis ensuite, sans emploi finalement pendant un certain temps, j'ai passé beaucoup de temps, avec elle et aussi, seule avec elle. Donc c'est vrai que j'ai pu effectivement, ouais, bien me connecter à elle et ouais, je pense qu'on a un lien plutôt chouette, qui s'est formé à ce moment-là et qui se poursuit, encore maintenant. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle comprend aujourd'hui de la maladie et les symptômes avec lesquels tu vis? Alors, c'est pas facile, à savoir puisque, elle est encore, voilà, là, elle a 2 ans et demi, donc elle commence à pas mal, papoter, mais c'est pas encore parfait, hein, elle verbalise pas tout ce qu'elle a dans sa petite tête, j'imagine. Mais il y a quand même 2-3 petites anecdotes, que je trouve assez floues, qui montrent qu'elle a compris pas mal de choses. Hem, Par exemple, du coup, quand j'ai eu mon diagnostic, d'EM là très récemment, donc la principale prise en charge, de l'EM, c'est, de mettre en place du pacing, donc une alternance de repos, et d'efforts, enfin de les efforts de la vie quotidienne, hein, on parle pas d'un effort surhumain et du coup, pour, m'obliger en quelque sorte à faire ces pacings, puisque c'est totalement contre-intuitif pour moi, je suis plutôt du genre à pousser, pousser, tirer sur la corde, jusqu'à tomber complètement. Donc pour m'obliger à faire ces pacings, j'avais mis des petites alarmes sur mon téléphone, voilà, aux horaires, où le docteur m'avait dit de me reposer et en fait, c'est assez, mignon je trouve parce que du coup, même encore maintenant quand mon téléphone sonne pour, complètement autre chose, parce que, les pâtes sont cuites ou ce genre de choses, bah, Nora, tout de suite elle me dit: «Ah, dodo maman» et puis hop, elle va me chercher mon petit masque de sommeil là pour les yeux, pour que je puisse, le mettre et me reposer bien dans l'obscurité et tout. Enfin, il a vraiment compris que ouais, que j'avais des temps de repos comme ça un peu obligatoires, donc heu, donc c'est assez mignon et c'est vrai que du coup, comme la plupart du temps je suis seule avec elle à la maison, c'est un peu une gymnastique quand même de réussir à prendre justement ces temps de repos, en sa présence. Hem Et en fait, je lui ai expliqué, hein, tout simplement que voilà,
il y avait des moments où j'avais besoin de faire des petites siestes, et que elle pouvait continuer de jouer, mais qu'il fallait que ce soit calme et tout ça. Et en fait, elle a vraiment hyper vite intégré. Et en fait, ce qu'elle fait dans ces moments-là, c'est qu'elle se pose à côté de moi, elle prend, une petite activité, style, des perles, ou un petit livre, enfin un truc, pas bruyant. Et voilà, elle se pose à côté de moi sur mon lit et elle me regarde, faire mon pacing, heu, sans trop faire de bruit. Et puis elle est trop chou aussi parce que du coup, quand c'est fini et que j'enlève mon masque, mon réveil, sonne, elle m'applaudit, tu vois? Elle fait: «Ah bravo maman, gros dodo maman». Je trouve ça vraiment trop mignon. Tellement chou, tellement chou. Ouais. Je sais pas, si c'est quelque chose que tu as observé chez ta fille ou pas. De notre côté, Billy, elle met, très, très bien elle pose très, très bien ses propres limites et souvent, c'est vraiment quelque chose qu'on nous dit de manière presque un peu étonnée de: «Mais c'est incroyable à 2 ans et demi de poser ses limites comme ça, on a rarement vu ça» et ma croyance et mon hypothèse, c'est vraiment que le fait qu'elle-même me voie y poser mes limites. Et c'est très Mmh. rare dans la parentalité qu'on pose ses limites avec son enfant. En général, on est dans une surcompensation un peu perpétuelle parce que charge mentale, Mmh. le quotidien et en fait, le fait que je lui dise: «Bah, maman, là, elle est fatiguée, elle va se reposer. La maman, elle a des douleurs, elle va se mettre dans le canapé» et ben, je me demande à quel point elle est aussi en confiance et en sécurité pour poser ses propres limites. Et je trouve ça très intéressant parce que on peut des fois se dire: «Oh mon Dieu, ces mamans qui se reposent, qu'est-ce que ça génère chez leurs enfants?» et en fait, je me dis: «Bah, c'est peut-être plutôt joli comme message qu'on leur renvoie», surtout dans un monde, capitaliste, productiviste où il faut toujours se dépasser, être dans la performance, de dès tout petit leur dire: «Bah non, en fait, se reposer, s'allonger, c'est OK». Mmh. Ouais, totalement. Ouais, c'est vrai que ouais, je trouve ça effectivement hyper important. Et oui, et d'autant plus que c'est des c'est des compétences finalement qu'on a peu effectivement dans le monde d'aujourd'hui, de savoir vraiment se poser, se reposer, s'écouter, alors que c'est hyper important pour le maintien de la santé globale. Et c'est vrai que je l'avais pas verbalisé, mais maintenant que tu le dis, que tu fais cette hypothèse, c'est vrai que je vois un peu ça aussi chez Nora, effectivement, tu vois? Elle va facilement, aller chercher son petit plaid et ses doudous et dire, «Bah non, je suis fatiguée, dodo sur le canapé», ou si elle a envie de dire non pour quelque chose, alors ça, bon, elle sait très bien dire non, il y a aucun souci là-dessus. Mais ouais, le côté, voilà, savoir, prendre le temps de se reposer, c'est vrai que oui, elle le fait pas mal. Et ouais, c'est vrai que Ouais. c'est quelque chose qui étonne, aussi, un peu, notamment ma maman qui est nourrice. Et donc elle a vu passer pas mal d'enfants, chez elle. Et du coup, elle a Nora, 2 demi-journées par semaine. Et c'est vrai qu'elle me le dit, de manière un peu étonnée aussi, bah, c'est marrant parce que quand elle est fatiguée, vraiment, elle prend le plaid et elle s'installe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, c'est vraiment une expérience qu'on fait aussi et souvent les gens me disent: «Mais comment ça se fait que ta fille à 19h30 elle dit, «Je veux aller dormir» et elle est au lit?» Mmh. alors que tous les autres enfants sont souvent en lutte et je suis là: «Mais Ouais, quelque c'est part, ça. elle me voit faire ça aussi, en fait». Donc Oui, elle s'offre cette légitimité-là et c'est vrai que on est leur modèle et on a beau leur dire: «Repose-toi, repose-toi», si ils nous voient pas nous c'est reposer, ça. bah, on a Ouais, un message qui est complètement, contre-intuitif et ouais, opposé, quoi. oui, c'est ça. Mmh. Mmh. Et du coup, tu t'es engagée, dans, Madi Asso, donc cette association, qui est engagée aux côtés des mamans et futures mamans touchées par la maladie. Hem, j'ai envie de te demander vraiment comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a amené à, te dire: «Il y a un engagement à avoir là derrière»? Est-ce que tu t'es confrontée en tant que maman à des défis, particuliers reliés aussi, aux pathologies? Oui, alors je dirais qu'il y a plusieurs, composantes en fait. La première chose, c'est que j'ai cette tendance à, ouais, avoir envie de m'engager, c'est enfin, ça faisait déjà plusieurs années que je menais, que je participais à des projets,
sur différentes causes. Et puis, quand j'ai commencé à me questionner sur, la maternité, en fait, il y avait bien sûr la question de: «Est-ce que je vais transmettre, mes problèmes de santé à mon enfant?» Mais il y avait aussi la question de: «Est-ce que je vais être capable d'être une bonne maman malgré toutes ces limitations, physiques, que je vis au quotidien?» Et est-ce que, c'est pas un peu traumatisant pour un enfant de voir sa maman, avoir très, très mal, comme ça, tous les jours? Enfin voilà, 10 000 questions comme ça sur, les impacts que peut avoir la maladie sur un enfant. Et j'ai trouvé, des éléments de réponse, sur le compte de Chloé, qui est, la marraine, de Maddy, et donc, sur son compte, Chloé Invisible. Elle avait, posté plusieurs choses sur la question, de la maternité, avec une maladie chronique. Et honnêtement, ça a été un des déclencheurs justement, un truc un peu déculpabilisant comme ça, de se dire: «Bah, waouh, en fait, c'est possible et ça peut même très bien se passer et voire même apporter quelque chose de plus, en fait». Donc vraiment merci Chloé. Je lui dis à chaque fois, mais vraiment ça a été, hyper libérateur, ces posts. Et ensuite, du coup, il y a eu les diagnostics, il y a eu, la grossesse. Et pendant la grossesse, Elsa a lancé donc, Maddy, sur Instagram. Et en fait, ça a tout de suite résonné parce que justement, tous ces questionnements, ils étaient encore présents, et j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose, en fait, et que ça reste pas, juste des questions en suspens, de manière personnelle. J'avais vraiment envie, bah, déjà de potentiellement trouver des réponses et puis, de pouvoir, ensuite, aider d'autres personnes dans la même situation, connecter aussi avec d'autres personnes, dans la même situation. Et hem et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à prendre contact du coup avec Elsa pour, heu, pour la rejoindre, sur ce projet. Mmh. Et est-ce que ça te permet, de redonner aussi un petit peu du sens, dans une sorte d'engagement professionnel? Je te pose la question parce que je me souviens que c'était vraiment un deuil pour toi de dire au revoir à ton travail et que tu me disais, parfois tu as une sorte de distance un peu philosophique avec tout ça en te disant: «Mais on n'est pas, notre identité ne passe pas par le travail, c'est important de sortir de cette vie productiviste» et puis il y a d'autres jours où vraiment c'est difficile pour toi parce que ça faisait quand même partie de ton identité. Est-ce que justement cet engagement aujourd'hui associatif, il vient réparer un bout ça? Oui, totalement, totalement. C'est vraiment effectivement un besoin pour moi effectivement de trouver du sens à ce que je fais, oui, à ce que je fais, quotidiennement. Hem, de trouver du sens aussi à mon expérience de vie, puisque, les problématiques qui sont portées par l'association, elles résonnent, fortement avec, mon parcours, de vie, et c'est pour ça que je me suis engagée aussi. Et donc voilà, c'est vraiment effectivement cette idée de réussir à faire quelque chose quand même justement malgré, toutes ces limitations, malgré, ce deuil comme tu dis, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui peut être encore douloureux même aujourd'hui. Mais voilà, j'essaie de passer à autre chose et de faire, quelque chose, d'utile et de beau, dans un autre domaine du Mmh. Et est-ce que tu as été reconnue en parallèle, comme étant, coup. handicapée par la société? Oui, oui, alors ça a été, tout un combat aussi, et c'est vrai que là, pour le coup, on peut vraiment utiliser des métaphores un peu martiales parce que ça a été, très difficile. Hem, donc ça a été assez long. Heu, En fait, j'ai dû m'y reprendre à quoi? 3 fois auprès de la MDPH. Alors comme, du coup, toi tu es en Suisse, donc je sais pas trop comment ça se passe là-bas. Nous ici, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées.
Et donc en fait, comme son nom l'indique, c'est par département, bon, certaines sont plus, dures que d'autres, on va dire, au niveau des critères, d'attribution des droits. Et donc moi, dans mon département, bon, ils sont pas réputés pour être hyper sympas, hyper coulants, sur les critères. Et donc ça a nécessité 3 demandes successives pour obtenir, des droits. La première fois, en fait, je savais pas où je mettais les pieds, je j'étais pas bien préparée, donc mon dossier, était pas assez solide. La deuxième fois, j'avais fait un vrai bon dossier, mais qui a quand même été, en partie refusé. Mais j'ai quand même eu une première reconnaissance à ce moment-là, puisque j'ai été reconnue, travailleuse handicapée. Hem Qui est d'ailleurs un droit, en tout cas moi dans mon expérience, c'est un droit dont j'ai jamais pu bénéficier finalement, puisque, même une fois cette reconnaissance obtenue, mes employeurs de l'époque n'en tenaient absolument pas compte. Et ensuite, j'ai été à mon compte et donc, en fait, dans mon activité en tout cas, ça n'avait pas forcément d'utilité d'avoir cette reconnaissance, enfin voilà, j'avais pas besoin de mobilier spécifique par exemple, donc voilà, ça m'a pas servi, à grand chose au final. Et puis, finalement, la troisième fois, j'ai obtenu du coup, la carte mobilité inclusion, donc qui reconnaît le fait que pour moi la station debout est difficile et donc qui me donne la priorité, par exemple, dans les transports, les files d'attente et cetera. Carte que je n'ai encore jamais osé, dégainer, même si parfois j'étais au bord du malaise, dans une file d'attente. Et du coup, j'ai aussi, eu, des aides financières tout simplement, donc notamment, l'allocation pour les adultes handicapés, qui fait que, qui voilà vient compenser un peu, la perte de revenus générée par le handicap, et par l'impossibilité de travailler, à temps complet. Voilà. Tu m'avais dit avoir mis longtemps, un masque avant qu'il ne tombe. Qu'est-ce que tu cherchais à protéger et qu'est-ce que ça a changé pour toi d'arrêter de faire semblant d'aller bien? Oui, honnêtement, je pense que ce masque n'est quand même pas encore totalement tombé. Ça m'arrive encore de forcer un peu bêtement, j'ai envie de dire, mais bon, voilà, on choisit pas forcément, hein, je vais pas me m'auto-juger. Mais bon, ça m'arrive encore de forcer très clairement et d'afficher un grand sourire et de dire: «Oui, oui, ça va», alors que ça ne va pas du tout. Hem, mais en tout cas, qu'est-ce que je cherchais à faire avec ce masque? Honnêtement, je pense que la principal objectif, je pense, c'était de ne pas déranger, tout simplement. Pas, voilà, pas attirer l'attention, pas demander, d'aide, de pitié d'une certaine manière, voilà, quelque chose un peu comme ça, sans que ce soit conscient. Honnêtement, là, c'est vrai que j'essaie de mettre des mots là-dessus, voilà, avec un peu de recul, mais c'est assez compliqué à verbaliser, je trouve. Et je pense qu'il y avait quand même aussi une part de, justement, si je fais semblant, ça n'existe pas vraiment et je peux continuer à vivre ma vie, comme avant, sans voilà, sans rien changer, sans aménagement, sans, renoncer à certaines choses, voilà. Mmh. Et je voulais te demander aussi, parce que tu parlais tout à l'heure de, l'encéphalomyélite myalgique et du coup du traitement qui est le pacing. Est-ce Oui, qu'aujourd'hui, pour les différents diagnostics avec lesquels tu vis, il y a des traitements qui te sont proposés et qui te soulagent? oui, heureusement, enfin, c'est vrai que j'ai quand même, de la chance là-dessus, puisque du coup la neuropathie, c'est sous contrôle, depuis le diagnostic en fait. Une fois le diagnostic posé, le médecin interniste m'a tout de suite proposé un traitement qui est, en fait, c'est un antidépresseur, mais qui est aussi utilisé pour, le traitement des douleurs neuropathiques.
Et donc, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai pas eu besoin de tester plein de molécules différentes. La première proposition était la bonne. Donc, ça a tout de suite diminué en fait les symptômes provoqués par la chaleur et par le froid. C'est encore présent, même encore aujourd'hui, mais à une intensité qui n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que là, voilà, parfois c'est pénible, ça peut être encore douloureux, mais c'est quand même largement gérable. Donc par contre, c'est un traitement quotidien et a priori à vie. Donc ça, c'est pour la neuropathie. Pour ce qui est de l'encéphalomyélite myalgique, donc effectivement, le principal traitement, ça va être le pacing. Mais pour le coup, il y a aussi tout un traitement médicamenteux et non médicamenteux. Donc là, j'ai mon pilulier autour de mon frigo qui est archi rempli de médicaments et de compléments alimentaires de toutes sortes pour en fait traiter un petit peu symptôme par symptôme. Donc, par exemple, j'ai des traitements pour tout ce qui est allergie, pour ne pas inutilement en fait fatiguer le corps avec des réactions allergiques qui sont empirées par l'EM. J'ai des traitements au niveau cardiaque pour mettre la tachycardie sous contrôle, pour là encore ne pas fatiguer inutilement l'organisme avec des pics de tachycardie dès que je fais un malaise post-effort. Voilà, ce genre de choses. Pour l'adénomiose, donc qui est forme d'endométriose, mais du coup interne à l'utérus. Donc ça aussi c'est tout nouveau comme diagnostic. Ça m'a été diagnostiqué le même jour que l'EM par du coup un gynécologue spécialisé. Donc pour ça, pareil, beaucoup de chance puisqu'il m'a proposé une pilule contraceptive que je dois prendre en continu pour vraiment mettre le cycle en pause. Et ça a fonctionné tout de suite. C'est-à-dire que là encore, j'ai assez peu d'effets secondaires et les bénéfices en termes de symptômes sont bien présents. Donc c'est top. Et en fait, là, ce qu'il me reste, qui n'est pas traité, en tout cas pas traité de manière efficace, ce sont des douleurs chroniques, notamment au niveau de la mâchoire et du fessier. Donc là, c'est des douleurs qui sont quand même très invalidantes puisque, en règle générale, elles sont à un minimum de 7 sur 10. Je les évalue à minimum 7 sur 10. Ça monte quotidiennement à 8, 9 sur 10, surtout en fin de journée. Donc ça, pour l'instant, c'est des foyers de douleur qui sont pas vraiment expliqués et donc pas vraiment traités. Et puis l'autre symptôme qui reste principalement, c'est évidemment la fatigue chronique et les malaises post-effort que je fais encore un peu trop régulièrement, mais que voilà, c'est censé s'améliorer du coup avec ce petit cocktail et le pacing. Mais bon, là pour le moment, c'est vrai que c'est tellement récent que c'est un petit peu peut-être un petit peu tôt aussi pour voir si ça s'améliore ou pas. Ouais. Julie, moi j'arrive sur mes 2 dernières questions. Est-ce que tu aurais envie de Oui. rajouter quelque chose avant? Non, honnêtement, je pense que ça va. Je pense qu'on a déjà parlé de plein de choses. Mmh. Quel message souhaites-tu faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies invisibles et à leur entourage? Alors aux personnes malades, j'ai envie de leur dire, j'ai envie de leur dire de prendre soin d'elles, en fait, de vraiment prendre ces temps pour elles, pour se reposer, pour faire des choses qui leur font plaisir. Heu, En particulier quand elles sortent d'un rendez-vous médical ou de quelque chose d'un peu éprouvant comme ça. Parce que c'est pas anodin en fait, tout ça. On peut avoir tendance à l'oublier quand on est dedans et que c'est notre quotidien. Mais ouais, c'est pas anodin, ça peut être difficile, et c'est important de le reconnaître, je pense, et de s'auto-réconforter en fait, dans ces moments-là. Et hem et pour les proches,
Pour les proches, je sais pas trop. J'aimerais peut-être leur conseiller de se documenter, un petit peu s'ils en ont l'envie. Il y a plein de ressources, hyper chouettes. Il y a bien sûr ton livre, Tamara, mais aussi voilà le conte de Chloé que j'adore, les livres, de Cyrielle, Ink Douleur, les livres, de Jessica Fillol, sur la douleur chronique. Ça, pour moi, c'est vraiment des ressources hyper précieuses, à la fois pour les malades et pour leur entourage, justement, pour essayer d'un peu cerner ce qu'on peut vivre au quotidien et du coup de pouvoir mieux nous épauler si les proches ont envie de s'investir justement là-dedans. Mmh. D'ailleurs, Chloé, Invisible, je l'ai interviewée, c'est l'épisode, 51 du Oui, podcast, si jamais, pour le rappeler aux oui, auditeurs, auditrices, s'ils ouais, sont ouais, passés à j'ai vu côté. passer ça. Mmh. Et Trop quel chouette. super pouvoir la maladie invisible t'a amené les maladies invisibles t'ont amené? Alors un super pouvoir, je dirais que ça m'a rendue quand même, vraiment très résistante à la douleur. C'est vrai que je pense pas que j'aurais pu envisager un accouchement physio typiquement sans cette expérience de la douleur chronique, pendant des années, et de la douleur chronique non soulagée, parce que tant que j'étais en errance, j'avais vraiment zéro prise en charge de la douleur, Mmh. alors que j'étais déjà sur une échelle de la douleur, un peu stratosphérique. Donc voilà, je pense que c'est quand même un de mes super pouvoirs, là-dessus. Et puis, une certaine force mentale, je pense, hein. Je pense qu'on la développe un peu toutes, et tous quand on est confronté à ce genre, d'épreuve. En fait, c'est dur physiquement, mais c'est dur aussi psychologiquement et même si on craque, plus ou moins régulièrement, enfin, on est quand même un peu obligé de s'endurcir et je pense que ça peut être quelque chose, qui peut être vu comme un super pouvoir, dans certains moments de vie, en tout cas. Mmh. Merci Julie pour ton témoignage. Merci à toi, Tamara, pour cette invitation et pour ce beau podcast.